Nous sommes de retour après la pause pour l'information et comme je le disais, on va reprendre là où on s'est arrêté, toujours avec nos deux invités, Eric Johnson et Luc Abaki, et toutes nos excuses donc pour la qualité du son du micro de Luc Abaki. Le problème a été corrigé. On reprend donc, on évoquait donc la situation au niveau du Mali où l'opposition... Est-ce que lui, il a besoin de micro? Sa voix porte déjà. où des partis d'opposition s'organisent contre la junte militaire au niveau du Mali à partir du 25 mars prochain. Donc, ces partis ont décidé de ne plus reconnaître les autorités de la transition actuelle. Ces mêmes autorités qui ont lancé également un processus de relecture de la charte de la transition. Il est prévu donc la suppression du poste de vice-président. On va revenir sur tout cela dans le fond. Mais Luc Abaki, on évoquait l'attitude de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'opposition malienne fait de la politique simplement? Oui, mais il faut bien qu'elle existe. Je pense que après toute cette tergiversation et tout ce qui caractérise aujourd'hui la situation politique malienne, on a comme l'impression qu'en réalité, l'opposition n'existait plus. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'équipe dirigeante qui est là et qui parle du déroulé de sa politique, de sa vision, du chronogramme, en tout cas de son bras de fer avec la CEDEAO et les partenaires internationaux et tout. Donc, l'opposition s'est dit, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se fasse entendre. Oui. Maintenant, elle a bien calculé en s'appuyant sur la date du début de la transition, qui était donc le 25 mars, où Bandao, le président de l'époque, avait prêté serment. Donc je pense que c'est une pression supplémentaire que les opposants maliens entendent mettre sur les autorités de manière à obtenir de ces dirigeants-là un chronogramme plus clair, même si l'opposition est en train de dire qu'elle a initié un nouveau chronogramme, etc., avec l'objectif de faire. Ce qui est sûr, c'est que cette vision ne sera pas mise en œuvre, mais ça participe à accroître la pression sur les autorités maliennes qui devront alors être obligées, si vous voulez, de finir par donner le bout du tunnel en ce qui concerne la transition. Mais j'espère que les opposants maliens ne vont pas commettre l'erreur d'entrer en bras de fer avec les dirigeants actuels, d'autant plus que le pays a déjà une guerre contre la communauté internationale, en tout cas une bonne partie de la communauté internationale, et tout le monde connaît ceux-là qui sont en train de jouer le rôle catalytique, jouant justement leur intérêt en ce qui concerne la vie du Mali. Donc, il faudrait que l'esprit patriotique puisse prévaloir au détriment des intérêts personnels. Oui. Et en même temps, qu'on fasse en sorte à être réaliste et raisonnable en ce qui concerne les problèmes prioritaires auxquels le Mali doit faire face avant l'organisation éventuelle d'une élection présidentielle. Surtout que ces genres de réformes avaient été recommandés par la CEDEAO elle-même en 2018 à la suite de la crise qui était survenue après l'élection législative volée et truquée, voyez-vous. Donc je crois que le problème Mali est sérieux, que les opposants fassent leur travail, c'est normal, mais au même moment restant très patriotes, de manière à ne pas apparaître comme des traîtres par rapport à ces défis qui se présentent. Mais attends, ma question. Finalement, finalement, ils sont opposants à qui? Mais au pouvoir. Oui, ils ont toujours été opposants. Ils ont été opposants à Ibeka. Oui. Aujourd'hui, ils sont opposants à Assimi Goïta. Mais tout comme en Europe, en France ou ailleurs, il y a des opposants. Oui. Lorsque l'identité même du pays, la souveraineté même du pays est mise en jeu, vous verrez que tout le monde mutualise les voix pour faire face. C'est la question que j'allais poser à Eric Johnson. C'est le moment où on a besoin d'unité nationale. Et c'est le moment que choisit l'opposition pour, je ne veux pas dire faire défection, mais pour montrer une position contraire. Est-ce que pour beaucoup, ça ne s'apparente pas à faire le jeu d'une certaine puissance qui pousse les autorités maliennes vers les élections? Des milliards derrière pour accompagner ça. Non, moi je ne suis pas dans cette considération-là. Tout simplement parce que, vous savez, il y a un principe qu'il faut respecter. C'est le principe de l'appartenance à une communauté qui est la CEDEAO et qui demande à ce que l'on respecte quand même une période de transition. Oui, sur la base de quoi?
Mais sur la base des directives de la CEDEAO. Oui. Et qu'une transition, d'abord, qu'il ne faut pas faire de coup d'État. D'accord. Et si cela advenait, qu'il faut quand même une période de transition. Pas plus de 18 mois. C'est qui dit ça? Est-ce que ça a été écrit? Et même si ça a été écrit, attends, ce n'est pas... le Mali fait partie de la CEDEAO. Oui. Le Mali n'a jamais dénoncé cette directive-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des gens qui ont bousculé un pouvoir établi qui veulent s'en découdre avec la CEDEAO, c'est-à-dire l'organe principal de la communauté. C'est là où je dis qu'il y a un principe qu'il faut respecter. Il faut que la junte donne un calendrier clair. C'est dit. C'est vrai que la sortie de l'opposition va mettre une pression supplémentaire à la junte pour donner un calendrier clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assise nationale qui a été organisée n'avait pas l'assentiment de tout le monde par rapport, c'est pas l'idéal, non. Par rapport aux décisions qui ont été publiées. C'est dire que si cela était vrai, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un compromis général autour des décisions de cette assise-là, personne ne dénoncerait les 5 ans de transition proposés. Je crois qu'il ne faut pas avoir le problème. Alors, problème. la deuxième chose, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les sanctions prises par la CEDEAO et la communauté internationale, ces sanctions-là ne touchent pas forcément les membres de la junte, mais plutôt les populations. Voilà. Alors, si nous voulons que l'opposition fasse réellement son travail, c'est que l'opposition arrive à faire enlever ces sanctions-là sur l'État malien, c'est-à-dire sur les populations maliennes. Est-ce qu'elle a ce pouvoir? Alors, oui. Non, en tout cas, justement. Sa parole aussi va oui, compter. justement, c'est ce travail-là qui doit se faire. Et je pense que pour le faire, il faut forcément que la junte aussi joue sa partition. Alors, la troisième chose, c'est que vous regardez, on n'est pas d'accord avec la junte sur, d'abord, la prise de pouvoir, sur le délai de transition, mais sur les accords signés avec les puissances étrangères, tout le monde est d'accord avec la junte qu'il faut revoir tous ces accords. Parce que ce sont des accords qui ne profitent pas au peuple malien. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la transition malienne, on va toujours continuer par naviguer sans donner un calendrier électoral clair? Parce que c'est ça aussi l'exigence de l'opposition. On veut savoir où vous nous menez, jusqu'à quand. Oui, mais autrement dit, vous êtes en train de me dire là que le calendrier qui a été fourni par les autorités maliennes à la CEDEAO à la suite des assises. Il n'y a pas eu de date. Elle est claire. Date pour une élection présidentielle et législative. Moi, c'est là où il y a un problème, en fait. Parce que la CEDEAO, en 2018, a recommandé, à la suite d'une mission technique au Mali, que, compte tenu d'un certain nombre de défaillances, de problèmes, de difficultés que vous avez, nous recommandons que vous n'ayez plus jamais d'élection, quelle qu'elle soit, avant d'avoir fait ces réformes-là. Il faut au moins qu'on se comprenne là-dessus. Dès l'instant où la CEDEAO elle-même a recommandé cela, l'occasion est en or aujourd'hui. Mais avec un pouvoir crédible, un pouvoir... On ne peut pas faire d'élection. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'élection. La recommandation ne dit pas, c'est en présence d'un pouvoir légitime, élu par le peuple, que les difficultés là étaient là et le diagnostic a été posé. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça veut dire, ça ne veut pas dire quoi? que... Ça veut dire que le pouvoir en place, légitime, soi-disant, aurait dû alors initier ces réformes-là. Maintenant qu'elles n'ont pas été faites et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un pouvoir militaire qui est adoubé par une bonne majorité de la population, qui a démontré,
est-ce que vous êtes en train de préconiser qu'il faut alors faire encore une élection à la va-vite, avec le 20% du territoire, quitte à ce que la nouvelle équipe refasse les réformes qui ont été initiées? Cela veut dire que si c'est le cas, alors la recommandation de la CEDEAO n'a pas été respectée, puisqu'il dit que vous ne pouvez plus faire d'élection avant d'avoir fait ces réformes-là. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la CEDEAO peut, mais écoutez, au lieu de donner des injonctions, des directives, poser des problèmes et résoudre en même temps ces problèmes-là. La CEDEAO a la possibilité aujourd'hui de mobiliser la communauté internationale pour accompagner le processus de la transition à travers une assistance technique et également des moyens requis. Les réformes nécessitent forcément des ressources financières adéquates. Alors, la CEDEAO, au lieu de faire des sanctions, au lieu de punir aussi de façon aussi draconienne la population innocente, elle aurait dû dire, bon écoutez, nous on vous préconise un délai supplémentaire d'1 an, et puis voici ce que nous allons faire comme accompagnement sur le plan technique et sur le plan financier. Quitte à ce que les membres de la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO, décident de créer une cagnotte où ils vont cotiser et où ils vont aussi mobiliser. Mais bien sûr, parce que c'est le principe de la solidarité qui va régner. Aujourd'hui, les autorités de la transition comprennent aussi suffisamment la position de la CEDEAO. 5 ans, on n'en veut pas. Oui, c'est des principes. Et l'Algérie a proposé entre 16 et 18 mois. Mais au niveau de la transition, on ne propose rien. Non, on ne peut pas proposer parce qu'il y a un processus de dialogue. Oui. Justement, c'est pour ça que le comité là a été mis en place afin d'engager justement des discussions sur la base des problèmes qui se posent. Parce qu'on ne peut pas proposer, les autorités maliennes, à elles seules, ne peuvent pas proposer aujourd'hui une date avant d'avoir l'assurance, d'avoir les moyens des réformes qu'il faut. On est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dialogue va permettre, c'est ce dialogue que la CEDEAO n'a pas ouvert à la suite de la proposition qui lui a été faite. Logiquement, la CEDEAO aurait dû ouvrir directement le dialogue pour dire, bon, écoutez, vous proposez 6 mois à 5 ans pour nous, ça ne veut rien dire. Nous vous proposons 12 mois. Nous avons vu tous les problèmes que vous avez évoqués. En contrepartie, en tant que structure parraine, voici ce que nous mettons. Et puis c'est clair, le problème est résolu. On passe à autre chose. Non, Luc, il y a un véritable souci. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face de vos partenaires et que les partenaires vous disent, vous venez de faire une proposition. Nous ne sommes pas d'accord avec Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils les ont sanctionnés. Non, je parle de la CEDEAO. Oui, c'est ça. C'est la CEDEAO qui dit, je ne suis pas d'accord, mais avant de prendre ces sanctions, vous êtes invités à discuter. Parce qu'on ne peut pas... discuter. C'est pas si vous n'avez pas suivi le programme. Les gars ont soumis à un sommet. De toutes les façons, le ministre des Affaires étrangères est allé donner au président en exercice de la CEDEAO. Le président ghanéen. Il a fait une tournée dans les pays membres pour leur soumettre, etc. Et ils ont convoqué un sommet. À ce sommet-là, du 9 janvier, ils ont pris des sanctions fermes, illégales d'ailleurs, et même injustes. Oui, justement, c'est pour que la junte puisse quand même revenir sur sa position de 5 ans de transition. n'a rien proposé? Mais attends, elle va revenir sur la base de quoi? Puisqu'elle a proposé son calendrier sur la base de sa réalité et des moyens dont elle dispose. Est-ce que vous savez? Attends, Luc, la CEDEAO ne peut pas en ce moment-là, faire une proposition. Par exemple, dire que vous allez faire 2 ans ou vous allez faire 3 ans. Pourquoi? Non, c'est la junte qui doit planifier tout ce qu'elle a à faire et de dire, voilà la période... Mais les 5 ans, c'est un mandat présidentiel. 6 mois. Il parlait aussi de 6 mois. Non. 6 mois elle passe de 6 mois à 5 ans, c'est un intervalle. Mais si la junte avait proposé 6 mois, on n'en serait pas là. D'accord. Pourquoi on ne prend pas le bout de 6 mois? C'est parce que ça demande des engagements. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais de toutes si les vous façons, êtes prêt à donner les moyens pour avoir la réforme, de toutes les façons, on peut faire l'élection. À l'arrivée de la junte avait dit, après 18 mois, nous allons laisser le pouvoir. C'est-à-dire, cette échéance, c'était février 2022. Et aujourd'hui, on n'est même pas arrivé à nous dire si nous n'avons pas pu le faire jusqu'en février, voilà, nous pourrons continuer jusqu'en tel moment. Non, il n'y a pas de période qui est donnée. J'ai aussi envie qu'on puisse clore le débat sur le Mali, mais par une question qui touche directement la CEDEAO. On a vu
et on se rappelle dans le cas du Burkina, lorsque il y a eu le coup d'État, dans le coup d'État, la CEDEAO a mis pression. Quelques jours après, on a dû laisser le pouvoir. Oui. Mais aujourd'hui, la CEDEAO a plus de difficultés à faire pression pour faire partir des putschistes. C'est comme ça, il faut les appeler. Est-ce qu'elle perd de son aura? Oui, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que ceux qui composent la CEDEAO beaucoup ont des problèmes de crédibilité. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, les décisions qu'ils prennent les engagent et en même temps alertent leur peuple. Donc, la CEDEAO est obligée à un moment donné de marcher sur les œufs. C'est d'ailleurs pour cela que nous disons qu'il faut une forme de cohérence. Nous souhaitons avoir des gouvernants qui sont vraiment dévolus à la cause de leur peuple, qu'ils commencent à travailler. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit que les coups d'État, on ne les souhaite pas, mais dès lors qu'ils sont arrivés, il faut en même temps qu'ils servent de leçon à nos dirigeants, afin qu'ils se montrent plus empathiques, plus engagés, plus déterminés à assumer leurs responsabilités sur la base des programmes de société ou du moins des promesses qui ont légitimé leur arrivée dans le prédécesseur de l'État. Donc, c'est à partir des États eux-mêmes, lorsque la gouvernance dans les États est assainie, donc lorsqu'on remonte à une structure interétatique, elle sera aussi assainie. Mais si les pions eux-mêmes présentent certaines carences à l'intérieur, ne vous attendez pas qu'il y ait un génie extraordinaire, miraculeux, dans les performances de la CEDEAO elle-même. C'est pour ça que je suis en train de préconiser des solutions très pratiques et simples. Aujourd'hui, le problème malien, on peut le résoudre en 6 mois, en 8 mois, à partir de l'instant où la CEDEAO va décider de jouer pleinement de son autorité. C'est-à-dire, son autorité, oui, c'est d'abord sa parole, mais surtout aussi les moyens d'action. Si la CEDEAO met l'argent en place, propose un appui technique conséquent, c'est fini. En 6 mois, le problème malien est réglé. Et on va alors s'occuper des problèmes de développement. Je suis très peiné que nous soyons obligés, ça fait plus de 45-50 minutes que nous parlons ici, on ne vante pas les projets de société, on ne vante pas les prouesses de nos gouvernances, on ne vante rien, on est obligé d'investir notre énergie sur les problèmes qui minent notre sous-région. Ouais. Alors que ça ne fait pas évoluer un État, ni la CEDEAO elle-même. Donc, il faut que nos États, nos dirigeants comprennent que nous aspirons à avoir des bonnes nouvelles dans nos pays. Et donc, ils doivent vraiment se concentrer pour éviter de se faire surprendre par des situations pareilles qui finalement focalisent toutes les énergies. Vous voyez, aujourd'hui, depuis plus de 3, 4, 5 mois, on ne parle que des coups d'État, on ne réfléchit que coups d'État. Les problèmes sont là. La population, ça ne nourrit pas la population. Oui, c'est de ça qu'on interprète. Eric Johnson, je revenir sur la même question. Oui. Est-ce que la CEDEAO perd de l'autorité au point d'être obligée aujourd'hui, pour se faire respecter, de prendre parfois des sanctions à la limite illégales? Parce que tout ce qui a été décidé contre le Mali, fermeture des frontières pour un pays enclavé, demander à la BCAO de couper ça, de bloquer et tout, c'est illégal. Ça ne respecte aucun test. Si, c'est injuste. Aucun test en vigueur, ça ne respecte pas. À moins parce que de nous donner un ça ne respecte pas. Est-ce qu'il y a un qui justifie ça? Donc, du coup, est-ce que c'est pour se faire respecter que la CEDEAO est obligée de jouer à ça? Je pense que le titre sur le Burkina... Ouais. Et ça, tu peux le répéter. Au niveau du Burkina Faso, le Paul-Henri Damiba légalise son coup d'État. Il légalise son pouvoir, n'est-ce pas? Et je dis que ça, c'est la faute de la CEDEAO. Parce qu'on constate qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la gestion de 2 ou 3 coups d'État. Oui. Le Mali, on a pris des sanctions. Oui. Le Burkina, on dit... attendons d'abord. Non. C'est-à-dire qu'il faut... On a donné aussi le temps au Mali. Hein. Voilà, c'était graduel. Oui. Mais je dis qu'il faut... Je dis que si vous devez prendre des sanctions par rapport à des coups d'État, il faut les prendre automatiquement pour d'abord se faire respecter, parce que la question, c'est la crédibilité de l'instrument CEDEAO. Je dis, c'est nous-mêmes, en tant que citoyens, de l'espace communautaire, qui fragilisons cet instrument. Je dis la CEDEAO, quand vous allez dans les grandes conférences de l'OUA, de l'ONU, etc., mais la CEDEAO est cet espace-là qui est très vanté. C'est-à-dire qu'au moins, la CEDEAO permet quelque chose. Mais ces situations-là, parce que les citoyens estiment que par rapport à une situation donnée,
dans leur pays où il y a eu des élections et qui ont été, dont les résultats n'ont pas été vraiment ce qu'on a été proclamé, volés, et que la CEDEAO n'a pu rien faire et que cela a engendré des situations de crise, etc., les citoyens estiment que la CEDEAO ne joue pas son rôle. Et donc, on est en train de fragiliser cet instrument que nous avons, alors que si la CEDEAO devait se faire respecter, autant vous prenez des sanctions contre le Mali, vous les prenez contre le Burkina Faso. On vient maintenant à notre dernier sujet, c'est le Togo. On va parler d'un problème peut-être un peu plus léger, la création d'un conseil. Quoi? Ça, c'est un problème national. Conseil consultatif du foncier. C'est pas léger. Le conseil consultatif foncier s'apprête à voir le jour. Le lundi dernier, le gouvernement a été réuni en conseil des ministres à Kara. La perspective donc de la création de ce conseil a été mise sur la table. La nouvelle institution prévue donc par le nouveau code foncier domanial en vigueur depuis 2018 sera un cadre de concertation qui va réunir toutes les parties prenantes autour du foncier dans le pays. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Ayewadan, a expliqué que ce conseil est créé pour pouvoir discuter en amont sur les grandes lignes de la politique foncière dans le pays, mais aussi en aval, de pouvoir intervenir sur les litiges fonciers. Luc Abaki, est-ce que c'est une... on ne le rappellera jamais assez, 60 à 70% des affaires pendantes devant la justice au niveau national concernent le foncier. C'est une manière pour le Togo de prendre le taureau finalement par les cornes? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Conseil consultatif sur le foncier. Écoutez, ça fait une institution de plus, on est d'accord. J'observe que nous avons une propension à déplacer les problèmes et à les transférer par moments sur des institutions qui, malheureusement, à un moment donné, elles aussi se montrent inefficaces. Oui. Parce qu'à plusieurs reprises, lorsqu'on a évoqué ici, dans ce pays, les problèmes de corruption qui sont devenus endémiques et tout ça, on a mis en place Aplucha. Pour dire, bon, ben écoutez, nous, on lutte vraiment contre la corruption, et puis donc, Aplucha sera chargé vraiment de prendre des dispositions, etc. Mais cette institution existe il y a combien d'années? C'est quoi son résultat aujourd'hui? Je peux multiplier des exemples. Je vais te les donner tout à l'heure. Je suis là, vous aurez la parole. Tout ceci pour dire quoi? La gouvernance de l'État se fait sur la base de l'application pure et simple des lois qui sont régies par les législateurs. Clair. Alors, pourquoi il y a autant de problèmes fonciers aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une certaine complaisance. Je vais rejoindre mon confrère lorsqu'il parlait des problèmes de justice dans nos pays et qui sont la clé centrale de ce qui explique que la gouvernance de nos États ne sont plus à la hauteur. Alors, en quoi se résument les problèmes fonciers au Togo? Si ce n'est pas les doubles ventes, c'est que quelqu'un a acheté un grand espace où il y a des gens, on vient le déguerpir, ou bien il y a des trucs frauduleux, etc., etc. Tout ça, c'est prévu, c'est-à-dire son règlement est prévu par la loi. Alors, lorsqu'on constate la complaisance dans la gestion de ces dossiers-là, ça veut dire qu'il faut faire face à la justice elle-même. C'est clair et net. Mais lorsque vous-même vous instrumentalisez, les juges, comme il a dit, que les justices dans nos pays sont sous la botte des autorités, vous allez constater que le plus souvent, les problèmes fonciers qu'on a, c'est que c'est les gros pontes du régime, les gros commis de l'État, qui achètent des grands domaines et où, après tout, il y a des problèmes. Et on amène... Ils achètent des villages. Entiers, si vous voulez, des domaines entiers. Donc, ça veut dire que ce problème-là ne peut être résolu en vérité que par la justice. Donc, il faut plutôt travailler sur l'impartialité de la justice, sur l'intégrité des magistrats, sur le professionnalisme du corps judiciaire. Et lorsque ceux-ci se montrent complaisants, défaillants, qu'on puisse les punir de manière que cela puisse servir de leçon à tous ceux-là qui sont dans la complaisance. Mais multiplier... professionnalisme de la justice, intégrité des magistrats, est-ce que tous ces sujets ne peuvent pas être discutés au sein du Conseil? Mais attends, est-ce que le problème d'un État, c'est des discussions ou des actions? C'est ça le vrai problème. Est-ce que nous sommes en train de nous dire ici que les juges que nous avons là ne sont pas compétents? Non.
ils sont formés pour. Ils ont les outils nécessaires. Et ils savent qu'ils ne doivent rendre compte qu'à la loi elle-même. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous clochardisez, par exemple, un magistrat, donc il n'a même plus l'intégrité nécessaire. Il n'a même pas la confiance en lui-même. Et il sait que son pain dépend du service qu'il va rendre à un haut commis de l'État. Comment vous voulez que ces gens-là soient en mesure alors de faire évoluer la justice? C'est ça le vrai problème. Donc, le problème de l'État, ce ne sont pas des discussions, ce ne sont pas des bavardages continuels, mais ce sont des actions. Quel jour avez-vous appris que quelqu'un a été victime ou bien auteur de corruption ou de quoi il a été puni dans ce pays? Est-ce que vous avez déjà appris ça? Donc, tant qu'il n'y a pas de sanctions, tant qu'il n'y a pas une culture de résultats, tant qu'on n'a pas une culture d'excellence dans le pays, on va multiplier, démultiplier, surmultiplier les institutions, les problèmes vont demeurer. La preuve, c'est que la corruption est encore endémique, malgré la mise en place de toutes ces institutions. Je ne sais plus dans le cadre de la création de quelle commission, mais les gens disaient qu'au Togo, quand on veut noyer un problème, on crée une commission. Finalement, pour trouver des solutions au foncier, on met en place un conseil consultatif. La panacée? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Allons-y. D'abord, je rejoins mon collègue quand il parle de la corruption. Je crois que cette semaine, je suis tombé sur un rapport de Transparency International. Oui. Et à travers ce rapport, j'ai lu un autre rapport de l'organisation Mo Ibrahim qui parle du Togo en disant le paradoxe de la corruption au Togo. Ça veut dire tout simplement que le Togo a des institutions pour réprimer la corruption. C'est-à-dire que si ces instruments que nous avons fonctionnaient normalement, on ne parlerait plus de corruption endémique dans notre pays. Dans ce rapport, le Togo a gagné 6 places. Les 6 places, ça ne veut pas dire que la corruption a diminué, mais tout simplement que les institutions qui ont été mises en place fonctionnent et essaient, enfin, chacune de son côté, de mettre en place des mécanismes pour pouvoir dénoncer la corruption. C'est ce que dénonce Lucas Baki. Les commissions, on en a maintenant, les actions. Tu peux me laisser terminer quand même et permettre quand même d'éradiquer la corruption dans notre pays. Dans ce rapport, il y a une révélation qui a été faite. Il parlait tout à l'heure de la CENTIF et de Aplusia. Je vais ajouter la CENTIF qui a été créée bien avant la Aplusia. Absolument. Même la Cour des comptes de là. La période 2006 à 2009, ces deux institutions ont donné comme information qu'elles ont envoyé 64 dossiers à la justice, mais ces dossiers n'ont jamais été traités. Très bien. Cela veut dire, et j'étais en train d'en parler au cours d'une émission, un collègue m'a demandé, mais quelle en est la raison? Je lui ai répondu tout simplement que c'est à cause des pesanteurs. Parce que ce que vous appelez pesanteur, c'est volonté politique? Ces dossiers-là concernent des gens. Les gros commis de l'État. Et si on n'arrive pas à traiter ces dossiers-là, c'est qu'il y a des gens derrière qui ne veulent pas que ces dossiers-là soient traités. On parle de la période 2006 à 2009. C'est pour dire à mon collègue que la Aplusia travaille. On ne voit que la Aplusia faire des séminaires, etc. Mais la Aplusia n'est pas un instrument de répression de la corruption, mais plutôt qui doit travailler et remettre à qui de droit ces rapports, et c'est à la justice. Et donc, c'est à la justice
de faire Alors, donc son travail. peut-être que vous comprenez, peut-être que le conseil consultatif est encore un instrument de plus. Maintenant, ce que je voudrais dire, le conseil consultatif, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'être consulté par rapport à un sujet donné. Ça veut dire que le conseil consultatif foncier sera là, il sera constitué des gens qui connaissent le domaine foncier. Je donne un exemple, puisque la composition ne nous a pas été révélée, mais je dis, par exemple, c'est des chefs traditionnels, des chefs cantons, des chefs de quartier, qui connaissent les sites sur lesquels il y a des problèmes. Et beaucoup sont aussi complices de ces problèmes. Oui, justement, j'en viens. Et je dis, lorsque ce conseil-là sera créé, ça veut dire que c'est des gens qui viendront d'horizons divers. Et quand le pouvoir politique, ou je veux dire le ministère, se trouve confronté à un problème foncier, le conseil consultatif sera consulté justement, et qui va donner son avis, parce que le conseil n'aura pas droit de vote lorsqu'il s'agira de prendre des sanctions ou de faire quoi que ce soit. C'est un conseil consultatif. Est-ce qu'en matière foncière, la faiblesse du Togo n'est pas celle qu'ont tous ces pays où, par exemple, les terres n'appartiennent pas à l'État? Entre autres, moi je me dis de deux choses l'une. C'est-à-dire que soit on décide tout simplement de nationaliser toutes les terres du pays. Et donc, les conséquences sont là, c'est-à-dire qu'on met en place tout un système et tout pour réguler la gestion de ces terres et on est tranquille. Ou alors, on laisse les choses comme telles, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires terriens, etc. Mais lorsqu'il y a des problèmes, qu'on les résolve sans état d'âme, sans complaisance, sans pression. Mais lorsqu'il parle d'un plus, moi je n'ai jamais dit que ces institutions ne travaillent pas, hein. Mais qu'est-ce qui compte pour le peuple? C'est le résultat. Lorsqu'on dit qu'il y a un problème, un phénomène, un défi à relever, et l'État dit, bon, écoutez, on est conscient de cela, on met en place un organe chargé justement de trancher, de régler le problème, on s'attend au résultat. Pour le reste, on s'en fout. Quel que soit le mécanisme, que ça passe par une procédure ou pas, l'essentiel, c'est qu'on ait la preuve qu'aujourd'hui, on a résolu le problème de la corruption, par exemple. Donc, comme vous l'avez dit, vous posez la question, peut-être que c'est parce que l'État ne s'est pas approprié toutes les terres. Peut-être, mais je crois qu'il y a un problème sérieux de gouvernance même, en ce qui concerne cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai mis le doigt directement sur la justice, parce que tous les litiges fonciers se retrouvent en réalité à la justice. Comment, de quelle manière les juges traitent-ils cette question-là? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à chaque fois qu'on va multiplier des organes, des institutions, moi je n'ai rien contre, parce que ça permet à certains d'avoir quand même du pain, parce qu'on sait que, bon voilà, il y a un cercle fermé et tout. Bon, lorsqu'on crée une autre institution, si ça peut permettre à certaines personnes d'avoir leur pitance, tant mieux. Mais je dis, moi j'ai une culture de résultat. Je m'attends en tant que citoyen à ce que les problèmes qui sont posés dans mon pays soient résolus, mais de façon déterminante, parce que l'État est dirigé quand même par quelqu'un qui a reçu mandat du peuple. Et en tant que tel, il se doit d'être à la hauteur des attentes de la population et puis de régler les problèmes qui gangrènent le vivre ensemble et le processus même de création du bien commun. Donc, si ces problèmes ne sont pas résolus, je pense que c'est lui qui doit attendre. Alors, mais si je prends le problème par le bout, vous venez de l'évoquer, en matière foncière, on connaît toutes les difficultés. Donc, un conseil consultatif composé, peut-être comme l'évoque Eric Johnson, peut-être la solution. L'État qui n'a pas la maîtrise du foncier, mais en réunissant ceux qui sont supposés connaître cela dans un conseil consultatif, quand il se pose des problèmes, ils sont consultés et les solutions peuvent être adaptées. Vous êtes tenté de penser qu'on peut être gouvernant d'un État sans connaître les problèmes. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire. Je pense que vous l'aviez effleuré. Les chefs traditionnels sont complices de beaucoup de problèmes liés au foncier. Comment ça se fait? Lorsque vous achetez un terrain, vous devez avoir la signature du chef de village, machin. Cette signature est conditionnée. Est-ce que vous comprenez? Rien que pour cette pitance que le chef prend, il est prêt demain, lorsque un autre acquéreur vient
lui passer un intéressement, pour lui, une signature est toute banale. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a un travail de pédagogie qui doit être fait à toutes les échelles de la vie sociale elle-même. Il faut une structuration de l'État. La gouvernance de l'État doit être planifiée de manière que tous les citoyens se sentent concernés par ce qui doit se faire. Et donc, à partir de cet instant-là, la société elle-même doit pouvoir être en mesure de s'auto-réguler sur la base des règles qui sont connues de tous. Mais lorsque c'est de haut que tout se fait, et il n'y a pas un inter-échange entre les citoyens et le peuple et les dirigeants, vous allez voir que tous ces problèmes-là vont naître. Et surtout lorsque le problème naît et il n'est pas résolu, celui qui a été observateur de ça se dit, mais écoutez, si on ne résout pas ce problème, pourquoi moi je ne ferais pas la même chose? Donc, c'est parce qu'on se montre complaisant devant des dossiers aussi chauds qui concernent la souveraineté même du peuple, qui fait que finalement les problèmes se métastasent et finissent par devenir de vraies gangrènes pour notre société. Alors, il faut trancher, mais ce n'est pas en multipliant des structures, à moins pour eux de donner, d'investir une certaine crédibilité. Je veux dire, donner les moyens qu'il faut et que les gens aient l'audace de se montrer intègres et crédibles. Sinon, comme c'est les gros pontes, le problème foncier, mais attends, un officier supérieur va appeler quelqu'un du conseil consultatif pour dire, bon, écoutez, tu es président, voilà le problème, essaie de voir. Il aura peur parce qu'il y a l'arme derrière, ou même l'argent derrière. Donc, non. Et Luc, oui. je pense que tu es en train d'émettre des réflexions très poussées par rapport à des problèmes que nous avons au quotidien, voilà, que nous révélons et dont nous cherchons des solutions. Ta participation, par exemple, à ce conseil consultatif, si quelqu'un est également de la même vision que toi, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Non, lorsqu'on propose et en haut, il n'y a pas de... Non, on fait quoi? non, je t'explique ce que je suis en train de dire. Okay. Tu sais, quelqu'un qui, par exemple, a été appelé à participer à ce conseil consultatif et qui n'est pas mêlé à tout ça, mais pour faire une proposition, il n'aura pas d'état d'âme. Tout à fait. Il n'aura pas d'état d'âme. Absolument, oui. Et lorsque l'on commencera par dire, parce que quelqu'un d'autre est déjà mêlé à des problèmes, à des situations et tout ça, qui va commencer par dévier de la voie tracée, mais je pense que c'est pour cette raison-là même qu'il faut créer ce conseil-là, pour permettre à ceux qui ne sont pas mêlés de pouvoir donner aussi leur avis sur le problème foncier. Car nous reconnaissons, et il a dit, Samuel, mais il parle de 60 à 80%. Je dis, mais c'est plus que ça. Le taux des problèmes qu'on règle au niveau de notre justice. Parce que je ne vois pas quel autre problème nous avons entre concitoyens pour aller devant les tribunaux. On préfère régler nos problèmes à l'amiable. Mais quand il s'agit du foncier, tout le monde est sur sa position et on se retrouve devant les tribunaux. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que, je le dis et je le répète, il n'y a jamais de décision prise par les juges qui n'est de droit. C'est-à-dire qu'on trouve toujours des articles, un habillage juridique qui permettent de trancher des affaires. Que ce soit à la faveur du plaignant ou de l'accusé, toujours est-il que ce sont des décisions qui tiennent compte du droit. Maintenant, comment ça se fait? Parce que pour certains, ils n'arrivent même pas à commettre un avocat. Et c'est pour ça qu'on a créé ces maisons de justice pour aider. Mais l'avocat qui vient travailler, qui sait que bon, ce n'est pas forcément ça, il n'est pas investi. Il fait un truc superficiel. Et là, le juge lui tranche par rapport à ce qu'il a sous la main. Voyez-vous, c'est ce qui est malheureux chez nous. Parce que nous condamnons tout le temps les magistrats, les juges et tout ça, mais il faut faire attention aussi.
Parce que parfois, il y a la complicité des avocats. Vous savez que des avocats entre eux discutent sur un sujet. Ah, il faut envoyer telle question à ton collègue, il va te donner telle réponse. Et dans la foulée, il se retrouve pour dire, mais celui-là, il n'a pas de moyens pour gérer notre affaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qui veut dire que ce n'est pas forcément au niveau du juge qu'il y a le problème, c'est tout l'appareil judiciaire qui Est-ce que pose le l'autre problème. solution aussi n'est pas, j'ai envie de dire, une sorte d'éducation de la population? Parce qu'on leur a beau répéter, quand vous allez acheter un terrain, il y a des démarches à faire qui vous mettent à l'abri, mais les gens ne font jamais ça. Je voulais en venir justement. Et tous les éléments qu'il a évoqués, c'est-à-dire la complicité des avocats, les ententes en haut, et puis tous les éléments-là, révèlent quand même quelque chose. Un affaissement dramatique des valeurs morales. Et l'incapacité à s'assumer par soi-même. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des enjeux sérieux. Si vous voulez avoir un peuple épanoui, l'épanouissement n'est pas que matériel. L'épanouissement doit être à la fois intellectuel, spirituel, moral, etc., pour qu'on puisse parler d'un citoyen vraiment épanoui, équilibré, capable d'avoir la compétence de se prononcer avec précision et intelligence sur des sujets donnés. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que, justement, lorsque quelqu'un possède un lopin de terre, il sait qu'il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Mais dans la foulée, il le revend à quelqu'un d'autre, ça veut dire que sa conscience morale est effritée. Mais alors, au-delà il faut qu'elle existe d'abord avant de... Au-delà des valeurs morales dont on peut parler, il y a aussi la précarité. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Que quand vous êtes réduit à la simple pitance, à ne même pas avoir votre simple pitance, parfois vous prenez des décisions qui heurtent justement la morale, le vivre ensemble, etc. Donc, pour dire tout simplement que ce problème foncier est révélateur de l'état d'esprit du citoyen togolais aujourd'hui et en même temps de ses conditions d'existence. Donc, il y a un travail sérieux à faire. C'est d'ailleurs pour ça que je dis, les gouvernants ne doivent pas se limiter à la création simplement des structures, etc., alors que le vrai problème, il est endogène et tellement immiscé dans les réalités existentielles des citoyens qu'il faut réfléchir avec une tête plus froide, réfléchir à des solutions d'un niveau plus élevé, plutôt que de penser que oui, il y a le foncier, il y a des problèmes là-bas, la justice n'arrive pas à régler, donc on met un conseil consultatif et tout. Mais vous pouvez multiplier des lois. Lorsque les gens ont des problèmes de vente là, ils ne vont pas vous demander, ils ne vont même pas consulter les lois, ils se foutent royalement des lois parce que l'enjeu pour eux, c'est l'existence. Ils doivent être comptés parmi les humains, quitte à ce qu'on les juge demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut un travail sérieux. D'abord de pédagogie, je l'ai dit, de manière qu'on puisse sensibiliser la population à la base. Et que la population soit en mesure de dénoncer les cas de double vente, par exemple, ou un certain nombre de malversations ou de trucs. Deuxième chose, il faut punir n'importe qui, même si c'est le Premier ministre, le directeur de quoi, puissant soit-il, lorsqu'il se rend coupable d'un acte délictueux, il faut être en mesure de le punir pour servir d'exemple. S'il n'y a pas cela, je peux vous assurer qu'on va multiplier des institutions, des organes, on va parler, la presse va dénoncer, le problème va rester en l'état ou à la limite se gangréner davantage. Eric Johnson, la solution à un conseil consultatif foncier ou tant d'autres choses essayées, parce qu'aujourd'hui, on a oublié de le dire, mais on a un code foncier domanial qui n'est pas mal, mais le problème persiste. Ce sont des tentatives de solutions qu'on est en train d'essayer là. Ce ne sont pas des tentatives de solutions. Je pense, à mon avis, qu'on est en train d'aller quelque part. Vous savez, le Conseil économique et social qui avait été annoncé depuis les années 92, qui ne voit jamais le jour. Qui ne voit jamais le jour, je pense que tout devait partir de là, avec ces instruments-là qu'on est en train de mettre en place. Tout ça là, on devait se retrouver dans un panier et on allait résoudre beaucoup de problèmes. Je dis, le Conseil consultatif foncier va faire que déjà,
puisque vous êtes membre, je parlais des chefs coutumiers qui sont garants de nos us et coutumes. Si vous êtes déjà membre de ce conseil-là, vous avez l'obligation morale de ne pas être mêlé dans des affaires foncières. Il faut forcément que des choses se mettent en place. Je ne sais pas comment va fonctionner ce conseil-là. Est-ce qu'il y aura des démembrements? Comment ça va se faire? Il faudrait qu'on ait le décret d'application et la création de ce conseil-là. Parce que personnellement, je pense que ce conseil-là va beaucoup nous aider. Les membres, puisqu'on dit ceux qui connaissent le domaine, c'est eux qui seront membres de ce conseil-là. Peut-être qu'on va ajouter des gens de la société civile comme Luc, un journaliste, Luc Apaki, un journaliste. C'est tout à fait normal. Ta présence là-bas me permettra aussi de donner mes avis. C'est très important. Et donc, je pense que le problème foncier tel qu'il est aujourd'hui, pour le résoudre, il faut que ceux qui sont impliqués commencent par se faire, comme il a dit, un peu de morale. Un peu de morale. Parce que c'est ce qui manque. Mais il a lié aussi aux difficultés existentielles. Tout. Mais attends, ce n'est pas parce que moi, mes parents ont des terres que je ne vais pas travailler. Que je vais rester là tous les jours à vendre des terrains pour vivre avec ma famille. En même temps, quand je découvre que le terrain qui valait 50 000 vaut 5 millions aujourd'hui, c'est tentant. Oui, c'est tentant, mais une fois que ça a été vendu, quelqu'un vient avec 7-8 millions. Bon, on peut revendre ça. Mais le problème, c'est que je comprends. Ouais. Je comprends le raisonnement de mon confrère et j'ai envie de lui donner une présomption positive. Sauf que l'expérience nous montre que les institutions qu'on met en place ont toujours une limite à un moment donné par rapport aux résultats à donner. Pourquoi? Parce que je prends encore le cas de Aplusia. Aplusia travaille avec efficience. Fait des rapports, établit des situations et confère cela au procureur de la République. Et puis, il n'y a pas de suite. D'accord, Lucas Baki, c'est la fin. C'est déjà la fin, le train est parti. Merci beaucoup à Lucas Baki. Merci également à Eric Johnson. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi.